Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. What up? On va parler aujourd'hui d'Israël Adesanya et de son année 2021 qui s'annonce complètement folle, en tout cas sur le papier. On nous a demandé de parler d'Israël Adesanya, donc nous nous exécutons. Peut-être qu'il y aura des redites par rapport au podcast précédent. En tout cas, on compte sur vous pour une chose, c'est l'opération 50 G's. Parce que là, ça commence à devenir très sérieux. 48 600 abonnés au moment où nous enregistrons ce podcast. Nous sommes à 1400 abonnés du rêve. Rendez-vous compte, on touche l'excellence du doigt. En tout cas, on s'en rapproche. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à balancer les pouces bleus. Ça nous aide énormément. Mon cher Russ, donc Israël Adesanya, champion middleweight de l'UFC. Il a confirmé lors de l'année 2020 en défendant sa ceinture une première fois face à Yoel Romero, une deuxième fois face à Paulo Costa Borrachinha. Et là, il va monter chez les light heavyweight pour affronter le champion Jan Blachowicz en mars, selon toute vraisemblance. Pas de date pour le moment, ni d'événement, mais en tout cas, on sait que ça approche très sérieusement. Dana White, en tout cas le président de l'UFC, a confirmé que le prochain combat d'Israël Adesanya serait chez les middleweight. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire à propos de ça? Sinon que le monsieur, franchement, comme disent les Américains, walk the walk et talk the talk. Hein. Walk the walk. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est un favori des fans. C'est-à-dire que, au-delà du côté un peu polarisant qui fait qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, au niveau personnalité, au niveau des compétences, il n'y a absolument rien qu'on puisse dire. Alors, évidemment, on pourrait aussi citer le combat contre Romero pour dire, ouais, mais par exemple, là, il n'a rien fait. Donc, moi, je suis pas fan. Ça veut dire que c'est pas un guerrier. Enfin, c'est pas, non, je pense que personne ne dit que c'est pas un guerrier, mais Ouais. disons, il y a des gens qui prennent un petit peu en tant que référence ce combat contre Yoel Romero pour justifier de leur désamour, en tout cas, de Adesanya. Parce que, voilà, par exemple, pour ceux qui ont payé le pay-per-view, je peux comprendre qu'il est en travers de la glotte, tu vois. Honnêtement, je peux comprendre. Hein. Mais voilà. Malgré tout, c'est vrai, à part ce petit dodan là sur la route, il a été quand même assez impressionnant sur l'écrasante majorité de ses performances. Et c'est vrai que là, c'est une nouvelle fois, il valide ce côté conquérant comme l'avait Conor, en fait, de quelle que soit la catégorie de poids, pardon, quel que soit le challenge en face, il y va. Et c'est vrai que ce soit pour Romero, même si le combat n'a pas été à la hauteur, que ce soit pour Costa, parce que il les a voulu, tous ces gars-là. Ouais. Que ce soit pour Blachowicz en light heavyweight, que ce soit pour Jones, où j'ai aucun doute qu'il en parle, mais qu'il le ferait. Ça fait plaisir, et c'est ce qui fait que c'est une météorite, en fait, ce gars-là. C'est ce qui fait que il est, en l'espace de quelques mois, il est devenu champion, c'est la couverture de UFC 4, et que tout le monde veut le voir contre les plus grands noms de ce sport. Donc, malgré tout, respect, mais malgré tout, non, il n'y a pas de malgré tout. Donc, respect total. Et ouais. En plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est que il a un style qui fait qu'il ne se fait pas toucher. Donc, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que lors de sa montée en light heavyweight, puis si jamais il gagne en heavyweight, il a toutes ses chances. Parce que si tu prends un style frontalier, un peu comme Paulo Costa, où tu vas à la bagarre, tu prends un coup pour en donner un, c'est juste que tu frappes plus fort. Paulo Costa, je pense qu'il ne vaut mieux pas qu'il passe en light heavyweight, et encore moins en heavyweight. Adesanya, il a un style qui est totalement différent, qui se sert de la technique, des déplacements, de la science réellement du combat dans tous ses aspects. Il ne se fait pas toucher beaucoup. Ça dépend évidemment. Et quand il combat contre Gastelum, il se fait toucher parce que Gastelum est extrêmement rapide et qu'il a un game plan parfait. Mais contre des mecs qui seront un peu plus lents, peut-être même qui seront un peu moins touchés. En revanche, évidemment, s'il se fait toucher, ça fera beaucoup plus mal. Mais tout ça pour dire que son style est adapté à une montée. Parce que s'il se débrouille bien, il n'y a pas de compétition en termes de puissance à avoir avec les gars, en fait, parce qu'il va juste contourner le problème et pas y aller en face. Donc, c'est intéressant, et c'est ce qui fait que sa montée, elle a vraiment quelque chose de spécial. C'est que tout est réuni pour qu'il puisse créer quelque chose d'unique. Il peut.
il peut battre des heavyweights, il peut battre des heavyweights. Et on va revenir là-dessus dans quelques instants, mais c'est vrai que le combat contre Romero, Rust en parlait, c'est vrai que ça a déçu énormément de monde, énormément de fans de Romero, y compris moi, énormément de fans d'Adesanya également, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les combattants aussi, une carrière, ça joue bien évidemment sur le long terme. Et donc c'est très plaisant d'avoir des guerres nucléaires type Romero-Whittaker 1 et 2, mais si vous vous mettez à la place de Robert Whittaker, je pense que tous les jours, il opte pour l'option Israël Adesanya. Ok, vous avez un combat qui est soporifique, mais sauf que vous vous en sortez, vous nous êtes pris finalement qu'un énorme crochet du Yoel Romero, et finalement, vous n'êtes pas comme tous ces autres adversaires où vous avez quelque chose de cassé. Ok, c'est hyper plaisant, vous avez un bonus de $50,000, mais finalement, ça vous fait perdre des années d'espérance de vie. 2, ça vous met sur le côté pendant de longs mois parce que vous devez récupérer avec une guerre comme ça. Donc c'est vrai qu'Israël Adesanya, mine de rien, moi je trouve que le combat contre Yoel Romero, il a fait ce qu'il avait à faire face à un mec qui était terrifiant. Et puis c'est vrai que vous regardez par exemple Paulo Costa qui s'était lui aussi imposé face à Yoel Romero, c'était très très chaud pour lui puisque c'était décision unanime ou décision partagée, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que Yoel Romero s'était imposé, et puis surtout il avait pris énormément de dommages. Donc de temps en temps, je pense aussi qu'il y a un équilibre à faire entre d'un côté se dire je vais à la guerre comme ce que fait Paulo Costa, et puis de l'autre Israël Adesanya qui, mine de rien, au cours de sa carrière en MMA, n'a eu qu'une seule guerre, donc face à Kelvin Gastelum. Il en est sorti vainqueur, mais c'est vrai que c'est pas bon du tout pour n'importe quel athlète de les enchaîner parce qu'au bout d'un moment, le corps finit par lâcher. Donc Ross parlait de cette montée en heavyweight. C'est ce qui est intéressant avec Israël Adesanya, c'est qu'il commence très clairement, là, même avant même d'avoir commencé sa montée en light heavyweight, à parler d'une montée chez les heavyweights. Et on en parle bien évidemment parce qu'il l'a déjà fait. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part dans le sens où il commence à balancer ça pour que les médias parlent de lui. C'est non, il l'a déjà fait. Et c'était des années auparavant, bien évidemment. Ce n'était pas en MMA, mais il a eu du succès puisqu'il s'était même imposé dans un tournoi heavyweight, n'est-ce pas, mon cher Rost? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ça, on en a pas mal parlé. Ce qu'on n'a pas dit quand on en a déjà parlé, en revanche, c'est que j'ai pas réussi à trouver le poids exact dans lequel il était quand il était dans ce tournoi heavyweight. En revanche, ce qu'on sait qu'il a dit, c'est que quand il est arrivé à la pesée, et la limite c'était de 220 pounds, donc qui est probablement l'équivalent de 100 kilos, ouais, peut-être un peu plus, peut-être un peu plus, mais aux alentours de 100, allez, maximum peut-être 105, je ne sais pas exactement. Mais attends, non, on va faire les choses correctement. 205 pounds, c'est 93 kilos. Donc il y a moyen que 220 ce soit 100 kilos. Ouais, enfin en tout cas c'est assez dans c'est cette 99,79 kilos. Quel crack. D'accord. On le dit tous les jours, mais aussi bien derrière la caméra qu'avec les chiffres. Il nous met tous KO. Alors, Rainman. Et c'est vrai que, alors, donc, il faut aussi, si on veut être très précis sur ce qui s'est passé, c'est effectivement, ce sont chez les poids lourds, mais c'est pas la même limite de poids non plus qu'un Francis Ngannou, par exemple. Parce que Francis Ngannou. Qui est à 120 kilos. Voilà, demander à Francis Ngannou de cutter pour arriver à moins de 99,75 kilos, je pense que vous prenez un revers, il va rigoler, il va repartir chez les poids lourds, en fait. Donc, ce n'était pas nécessairement des poids lourds comme il le rencontrerait à l'UFC dans la catégorie poids lourd qui va donc de 93 kg à 120. Il faut aussi dire que la limite donc pour ce tournoi-là était de 220 pounds et que lui disait, quand je suis arrivé à la peser, j'ai même pas réussi à retrouver son poids, le poids qu'il a pesé ce jour-là, mais il disait, je suis arrivé genre tout mouillé avec mes vêtements et un paquet de donuts dans la main, tu vois. Donc ça veut dire que non seulement il devait être en dessous de la limite des 220 pounds, mais qu'en plus de ça, il devait vraiment être bien en dessous et sans avoir à cutter quoi que ce soit. Selon Internet, nous avons 86 kilos, mon cher Rust. Selon Internet. Dans la vie de tous les jours ? Non, on a pour ce tournoi-là. Mais parce que moi j'ai vu qu'en fait il a fait plusieurs tournois, il me semble, chez King of the Ring. Et moi je parle du King of the Ring number 2. Parce que moi, de ce que j'avais vu, il a fait effectivement des tournois chez King of the Ring en 86 kilos et il en a fait donc le fameux combat, le fameux tournoi poids lourd. À 100 kilos, exactement. C'est ça. Et donc en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le poids exact que fait Adesanya, en gros, dans la vie de tous les jours, parce qu'il a dit qu'il ne ferait pas il n'essaierait pas de gagner en poids, par exemple, comme John Jones est en train de faire. C'est-à-dire que Adesanya lui-même a dit... tout le monde fait quand il monte. Ce que tout le monde est en train de faire. Adesanya, lui, il a dit, moi, je ne changerai rien. C'est-à-dire que j'ai mon poids dans la vie de tous les jours et on ne sait même pas exactement à quoi il correspond. Moi, je pense, de ce que j'ai vu,
que c'est aux alentours de peut-être 92, 93 kilos, et je pense vraiment pas qu'il soit à beaucoup plus. C'est là où c'est assez fou. Je pense vraiment pas qu'il soit à beaucoup plus, et il y en a même qui disent que s'il devait faire un cut pour changer de catégorie, ce serait plutôt, et même si ça a l'air fou, ce serait plutôt possiblement en welterweight qu'en light heavyweight. C'est dire à quel point c'est fou et à quel point il y a possibilité que, en fait, quand il combattra en poids lourd, il soit vraiment à 90, 92, 93 kilos, quoi. Et c'est là où c'est complètement dingue, parce qu'il y a des welterweights sans aucun problème. Kamaru Usman, il y a moyen qu'il soit plus lourd dans la vraie vie que Adesanya dans la vraie vie aussi, quoi. Et donc, c'est là où c'est vachement intéressant, c'est que il a combattu dans des tournois de kickboxing en poids lourd, oui, mais ça n'était pas des réels poids lourds, comme il y en a à l'UFC. Et en plus de ça, Adesanya, qui lui donc est comment dire, un spécialiste du striking, s'il se retrouvait en clinch ou en grappling ou en quelque phase de lutte ou de préhension que ce soit à l'UFC face à des mecs qui ne font pas 220 mais 265 livres et donc 120 kilos, ce serait pas du tout pareil. Et même en termes de striking, il aura de toute façon probablement l'avantage sur n'importe qui, mais la puissance d'un mec dans un tournoi King of the Ring en Nouvelle-Zélande, qui est donc à 100 kilos, et un Francis Ngannou qui est rapide et qui, je pense, mettrait à l'amende les mecs de ce fameux tournoi sans trop de problèmes non plus. Ouais. C'est peut-être pas pareil. C'est peut-être pas pareil. Donc oui, il a fait ce combat en poids lourd, ce tournoi en poids lourd. Oui, on peut en déduire qu'il peut mettre KO sans problème des mecs beaucoup plus lourds que lui. Est-ce que ça se traduit directement, même en pur striking, par un avantage certain et un certain avantage face à un mec comme Ngannou ou Miocic? C'est pas 100% évident non plus. En fait, là, vraiment, la même mayonnaise. Voilà, c'est pas la même limonade. Non, et puis surtout, c'est pas la même discipline non plus. Ouais, c'est ça, parce qu'il y aura mixé si le mec est, comme John Jones l'a dit, hein, John Jones, il fera de la lutte, du clinch, et c'est là où ce serait suicidaire de faire un combat de kickboxing contre Israël Adesanya, c'est ce que John Jones a dit. Et mon cher Ross, de toute façon, ce qui est bien avec Israël Adesanya, mine de rien, c'est qu'on aura énormément d'informations, en tout cas moi je le pense personnellement, lors de son premier combat face à Jan Blachowicz dans cette catégorie supérieure, parce que là aussi, en fait, pour moi, c'est pour ça que cette année 2021 va être particulièrement intéressante pour le style bender, c'est que c'est vrai que pour moi, en tout cas, je respecte énormément tout ce qu'a fait Adesanya. Je vais pas me dire que je suis un fan absolu, mais je suis quand même un supporter d'Israël Adesanya dans ses combats parce que j'adore ce qu'il apporte. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'a jamais vu contre un lutteur d'exception qui utilise sa lutte en combat. Moi, c'est le seul truc où aujourd'hui, j'ai toujours quelques petites interrogations parce que ce combat contre Marvin Vettori, bien évidemment, qui avait été difficile, mais Marvin Vettori n'a pas le calibre d'un Yoel Romero. Derek Brunson, quand il a utilisé sa lutte, c'était déjà trop tard de toute façon. Et Yoel Romero n'a pas utilisé sa lutte. Et c'est vrai que là, comme l'a dit Rust, on va se retrouver avec des adversaires comme Blachowicz qui, l'a déjà dit, va se servir de ça. Et ensuite, John Jones chez Light Heavyweight ou Heavyweight, qui, eux, sont un calibre supérieur au niveau de la lutte et le font savoir très clairement, ils vont mixer tout ça. Et c'est vrai qu'Israël Adesanya, lors de ces deux combats-là, je pense que très rapidement, on aura, nous, des informations sur, OK, où est-ce qu'il en est de ce côté-là. Lui, en plus, il l'a dit, il a vraiment très envie que ses adversaires utilisent le grappling, pour utiliser son submission game, parce qu'il a envie, mine de rien, de réussir une soumission. Mais surtout, je pense qu'il s'en rend compte de là, tous ses adversaires dernièrement, à chaque fois, ont utilisé le striking. Et pour lui, je ne vais pas dire que c'est du pain béni parce qu'il a une telle avance dessus, mais il y a quand même cette petite case à cocher de façon à se transformer véritablement en cauchemar ambulant. Parce que c'est vrai que s'il y a Blachowicz qui, dès le début, utilise sa lutte, son grappling, le clinch, et que là, on fait « Ah ouais, d'accord, en fait, ça ne marche pas non plus de ce côté-là », ça peut être très très compliqué pour la suite. Mais en tout cas, je pense qu'on aura très rapidement des informations et surtout, je pense que s'il galère contre Blachowicz, je vais pas dire que c'est même pas la peine de penser à une montée en heavyweight, mais faudra soit revoir ses ambitions à la baisse ou soit peut-être avoir une stratégie différente dans le sens de se dire peut-être qu'il faut prendre un peu de poids si on veut monter dans la catégorie supérieure. C'est là où effectivement ce sera intéressant, c'est même s'il gagne contre Blachowicz, mais qu'il y a des moments des moments où il se rend compte que c'était un peu juste, genre il arrive à se sortir d'une mise au sol et il arrive à se sortir d'une tentative de soumission, ou alors de genre Blachowicz qui s'est mis au-dessus de lui et il s'est rendu compte que même s'il a réussi à s'en sortir par ses skills, c'était très compliqué de manipuler un mec aussi fort que Blachowicz. Il y a moyen effectivement qu'il opère à un moment donné, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, à possiblement
aller vers une morphologie différente. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on parle beaucoup effectivement du striking de Adesanya, et tu l'as dit, lui, il est presque chaud pour qu'on le teste sur autre chose. Et en plus de ça, Adesanya, si je ne m'abuse, il a eu sa ceinture orange, ça n'existe même pas, sa ceinture violette de jiu-jitsu brésilien il n'y a pas longtemps, et par un mec qui est très 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 connu et très très bon, et je ne sais plus exactement comment il s'appelle. BJJ Purple Belt Adesanya, et c'est un mec qui est lui-même un ponte, qui a fait plusieurs fois la DCC, etc. André Galvao, c'est ça. Et le mec est vraiment, vraiment, vraiment un ponte dans le milieu du BJJ, et en plus avec et sans gi, et il a eu sa ceinture violette de sa part, et ce qui veut dire, il la donne pas comme ça. Un mec comme André Galvao, il va pas donner sa ceinture violette comme un Smarties. C'est clair que ça veut dire qu'il l'a eu et qu'il l'a mérité. Et c'est vraiment, vraiment bon signe. C'est-à-dire que ça veut dire probablement que Adesanya tombe autant amoureux de la manipulation des corps au sol et en grappling qu'il est tombé amoureux et qu'il a ses facilités debout, en fait. Et là, c'est vraiment, vraiment bon signe. Parce que, enfin, ce qu'on veut, nous, enfin, je peux parler pour moi, mais je pense que c'est pareil pour toi. Ce qu'on veut, c'est la version ultime de chaque combattant qu'on peut avoir à l'UFC et même partout. Là, franchement, un Adesanya qui a cette connaissance, le connoisseur du striking, si en plus il tombe amoureux du grappling, alors là, mais ça va être hallucinant. C'est ce que disait Eddie Bravo, en fait. Tu as des mecs comme Georges Saint-Pierre qui sont tombés amoureux de toutes les disciplines qu'ils ont rencontrées. À la fin, ça fait un mec qui est, si ce n'est le meilleur de tous les temps, top 3, top 2, tu vois. Donc Adesanya, s'il tombe amoureux des deux, oui, il va y avoir du grabuge. Hein. Il va y avoir du grabuge encore plus que ce qu'il y a maintenant, mon cher Ross, ça je peux vous l'assurer. Non, et puis surtout, mine de rien, c'est vrai que... Ce qui est bien, c'est que là, les combats vont nous apporter aussi pas mal de réponses là-dessus, parce que lui, de son côté, va avoir un jeu d'anti-lutte à avoir, et qui sait, peut-être que justement, au niveau des soumissions, il va peut-être, même, comme l'a dit Ross, tomber amoureux de ça, donc on pourra avoir ses progrès aussi dans la discipline. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi envie de voir ce combat-là. Donc, il y a l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a Jan Blachowicz, John Jones, qui sont, selon toute vraisemblance, si tout se passe bien, en tout cas du côté de l'UFC, les deux combats qui sont privilégiés. Parce que pour le coup, moi, j'ai beaucoup de mal à voir Israël Adesanya monter chez les lourds pour affronter Stipe Miocic ou Francis Ngannou, parce que là, personnellement, je pense vraiment qu'il y a une limite physique qui fait que, comme quand Georges Saint-Pierre est monté contre Michael Bisping, il pouvait monter contre Michael Bisping, il ne serait pas monté contre Yoel Romero, par exemple. Il aurait pu monter contre Robert Whittaker, encore que là aussi c'était un autre challenge, mais il ne serait pas monté contre un mec comme Luke Rockhold. Enfin, de temps en temps, il y a le physique qui vous rattrape, et puis la réalité de la vie qui fait que vous avez beau avoir toutes les ambitions que vous voulez. Quand un mec fait 1m92, 95 kg, que vous faites 1m77, ça peut être assez compliqué pour vous, surtout en MMA. Pour en revenir à Israël Adesanya, surtout, en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est les combats potentiels pour lui. Donc, on a vu John Jones, Jan Blachowicz, et surtout, et pour moi, là, c'est vraiment quelque part le mec qui serait l'arme anti-Adesanya. Il va bien, là aussi, on aura les réponses très rapidement, et ça qui est très très beau avec cette année 2021 sur le papier en tout cas, c'est pour moi Khamzat Chimaev. Parce que Khamzat Chimaev, c'est aussi un mec qui mixe parfaitement bien le grappling et le striking, et qui va avoir à chaque fois apporté cette double menace. Et justement là, ce combat-là, personnellement, moi, en middleweight, parce que je pense que Adesanya, il va pas s'éterniser dans les deux catégories, il reviendra en middleweight, mais le temps qu'il revienne, donc selon toute vraisemblance 2022, je pense qu'on pourrait avoir très bien un Khamzat qui soit champion, ou alors Whittaker, tu vois. Mais Whittaker, il pourrait apporter ça aussi s'il y a une revanche, parce qu'il a vu ce qui s'était passé lors du premier combat. Mais quoi qu'il arrive, on aura quelqu'un qui mixera bien les deux. Et ça, pour moi aussi, ça peut être... Enfin, ça promet en tout cas de très très beaux combats. Ouais, absolument. Je pensais aussi à Kevin Holland, mais c'est vrai qu'il a... Moi, c'est devenu un de mes combattants préférés, tout simplement. Ah, ça. Mais il y a même eu des échanges, Kevin Holland, Rust, bon... Allez, on est entre nous. Je vais vous raconter une petite anecdote. Non, je peux pas la raconter parce que ça ferait. Mais en gros, je vais la raconter. Ouais, mais ça fera. Kevin Holland a quand même demandé à Russ si c'était lui en fait l'actuel champion. L'actuel champion l'a été heavyweight de l'UFC. Russ a fait non, je suis pas Jan Blachowicz. Non, c'était pas moi, c'est wrong. Je pensais, je t'avais vu de dos et tout. Ah oui. Non, mais c'est parce que oui, en fait, on s'est croisé au UFCPI avec Kevin Holland, et il est aussi cool
que dans la vraie vie, qu'on le voit dans les interviews, il est ultra réel, il est super sympathique. Donc voilà, je suis tombé clairement amoureux du personnage, c'est clair. Je l'étais déjà avant, le fait de le voir en vrai, ça m'a confirmé. Et en plus, n'oublions pas qu'il est quand même sur 5 combats, 5 victoires, dont 4 finitions en 2020. Et il est très jeune, donc il y a quand même aussi pas mal de trucs. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que ce soit Khamzat, que ce soit Kevin Holland, et même Marvin Vettori, qui est encore relativement jeune, il y a une nouvelle garde qui arrive et qui est vraiment, c'est cool, ça fait vraiment plaisir, il y a du mouvement. Après, pour le coup, Kevin Holland, tu vois, je pense, pour l'instant, en tout cas, en fait, j'aimerais bien le voir aussi, dans le sens où Kevin Holland, moi, ce que j'aime bien ce qu'il apporte, mais dans le sens où c'est plutôt un caméléon. Il s'adapte à ce que fait l'adversaire, mais c'est pas lui forcément qui va être à l'initiative. Quand je dis ça, c'est ce côté double menace. Alors que c'est vrai que les Khamzat et même Marvin Vettori, même si là aussi, j'ai envie de le voir là, selon toute vraisemblance, sur le combat contre Darren Till, il va quand même se mesurer à la crème de la crème chez les middleweight. Mais tu vois, là, on parle de gars où dans l'immédiat, tu vois, on se dit, c'est vrai que potentiellement, ça peut être des cauchemars. Mais c'est vrai que là, Israël Adesanya, s'il remporte tous ses combats en 2021, quand on parle de mec qui peut terminer le jeu, ouais, je vois pas trop ce qu'on pourra dire quand Adesanya, s'il le fait, s'il est champion light heavyweight et heavyweight en 2021, il n'y a pas grand-chose qui s'opposera à meilleur de tous les temps, je pense. Ouais. Déjà là, tu vois, personnellement, là aussi, on avait eu quelques messages là-dessus, tu vois, où donc, déjà les gens avaient dit, ouais, donc Adesanya, il attend que Jon Jones rentre sa ceinture pour monter chez la light heavyweight. Bien évidemment, c'est complètement différent. Là, clairement, il n'y a pas de ce côté opportuniste de la part d'Adesanya. Est-ce que on peut s'accorder, je ne sais pas, là, on lance ça comme ça, on est dans le débat avec la sœur, que si Adesanya venait à remporter le titre light heavyweight contre Blachowicz, ce ne serait pas un titre light heavyweight au rabais. En tout cas, pour moi, non, personnellement. Je pense pas non plus. Parce qu'il a quand même, Blachowicz a quand même battu un challenger qui était tout à fait méritant et qui n'était pas du tout un challenger, lui non plus, au rabais, quand ils ont combattu avec Dominic Reyes. Dominic Reyes, on le rappelle, qui quand même, c'est celui qui a donné énormément de fil à retordre, si ce n'est plus, à Jon Jones. Il était sur une grosse série. En fait, ce qui est toujours un peu gênant, c'est que Blachowicz a été mis KO par Thiago Santos, il a eu des revers déjà, et c'est ça qui fait que dans notre tête c'est compliqué de se dire que comme je sais pas, un Khabib ou comme un Jon Jones, ils n'ont pas le palmarès immaculé, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours moins impressionnant quand tu sais qu'ils ont déjà été mis KO, qu'ils ont déjà été soumis, qu'ils ont déjà été dominés. Mais c'est clairement pas, parce qu'on pourrait dire ça aussi d'un Robbie Lawler, et pourtant quand Robbie Lawler était champion, c'était pas un champion au rabais, c'est clair. Donc non, je pense pas effectivement qu'on puisse dire que ce soit un champion au rabais. Il va avoir fort à faire lors de ce combat à Adesanya, donc je pense que ce serait quand même vraiment injuste si on disait un petit peu à la manière de Bisping, Georges Saint-Pierre, que quand si Adesanya bat Blachowicz, que oui, mais bon, c'était plus facile, c'était pas le vrai champion. Exactement. Là, ce serait un petit peu abusé, je trouve. Et ce que j'aime bien aussi, moi, avec Israël Adesanya, c'est que vraiment, tu as ce côté, le mec se connaît parfaitement, tu vois. Je pense qu'il sait vraiment qu'il n'est pas fait pour les guerres, justement. Il a eu celle contre Kelvin Gastelum, mais c'est pas le genre de combattant type Robbie Lawler, où, là, j'ai pas exactement d'exemple en tête. Tu vois, même un mec comme Mike Perry, tu vois, qui peut enchaîner les combats difficiles comme ça, les duels âpres. Il est obligé d'avoir son style de combat, et donc forcément, ça donne des combats comme contre Yoel Romero qui sont assez décevants, mais c'est pas un gars, tu vois, je j'ai pas cette peur-là de me dire, là, il se lance dans un challenge quasiment, je vais pas dire impossible, mais exceptionnel, et il va y laisser des plumes énormément, tu vois. Je pense que s'il perd, ça va pas être... je pense que ce sera pas une guerre de 5 rounds et que finalement le mec qui va s'imposer, ce sera le gars qui aura été vraiment au bout de sa life. Il va pas enchaîner les guerres, tu vois. Donc si jamais ça se termine tôt pour lui, je pense que soit il se fera mettre KO, soit il se fera soumettre, ou ce sera complètement one-sided. Mais à mon avis, il y aura pas ce côté, il va y laisser des plumes qui, moi, de temps en temps, me fait un peu peur avec certains mecs qui veulent monter de catégorie. Ouais, non, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Formidable. Je pense qu'on a fait le tour sur notre cher Israël Adesanya, je crois, parce que c'est vrai qu'il y a pas grand-chose à ajouter, sinon que c'est mine de rien assez rassurant sur ce qu'il apporte pour le MMA. Moi, je trouve que c'est bien. Absolument. Franchement, c'est une vraie bouffée d'air frais. D'air frais, pardon. Il apporte quelque chose de tout à fait de neuf. Et en plus, il a la personnalité, même si elle est polarisante. Et moi, je suis pas forcément le plus grand fan de la personnalité.
Bah, j'attends, je l'attends à chaque fois, mais tellement quand il combat que ça vaut le coup. Il faut des gars comme ça, quoi. C'est ça. Et qu'il y a une logique. Ah oui, et qu'il y a une logique. C'est peut-être ça le dernier point du podcast. Pourquoi faire cette montée-là et ne pas revenir à Robert Whittaker? À Aubervilliers. Mais à la base, Israël Adesanya voulait affronter en fait Jared Cannonier si Jared Cannonier s'était imposé contre Robert Whittaker parce qu'effectivement, il y avait ce côté, il nettoie encore plus la catégorie et là, il affrontait le nouveau challenger qui est hyper effrayant dans cette catégorie, comme Paulo Costa l'était. Et il l'avait dit publiquement dans de nombreuses interviews. Il avait même déjà commencé à discuter avec Jared Cannonier d'un combat ensuite entre deux, mais c'est vrai qu'avec Robert Whittaker, pour lui, il ne trouve pas qu'il y ait suffisamment, et c'est même lui qui l'a dit, il n'y a pas suffisamment d'excitation pour lui après le premier combat. Et là, personnellement, moi, je le comprends complètement et je trouve que c'est pas du tout quelque chose en mode ouais, il se cache ou il a envie d'aller chercher les money fights. Ouais, non, c'est clair. Enfin, je pense pas. De toute façon, je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde et vraiment, c'est même pas qu'il faudrait être de mauvaise foi, c'est que là, il faudrait avoir une vision, je sais pas, une analyse de la réalité qui soit complètement aux fraises si vraiment on voulait dire que Adesanya se cache des challenges ou qu'il a peur de qui que ce soit. Là, franchement, je pense que les combats qu'il a fait, les challenges qu'il a lancés et et il s'y est tenu, je pense qu'à jamais, là, on peut enlever l'étiquette potentiel comment dire, mec qui essaie de faire des tentatives de contourner les problèmes plutôt que les affronter frontalement, quoi. Et je pensais juste à un truc aussi. De toute façon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande probabilité que plus personne ne soit là, puisque généralement, les fins de podcast, il y a beaucoup moins de monde. Mais en fait, j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à Kevin Holland et à l'anecdote, en fait, je pense qu'il vaut mieux. Parce que, vu comme on l'a dit, on pourrait penser que genre j'ai sparé avec lui et que ça a été serré. C'est pas du tout ça. Et en fait, je préfère dire ça pour pas qu'il y ait de. Rust a mis KO Kevin Holland. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il a eu des difficultés à rentrer dans son combat face à Jacare Souza. Oui, bah c'était pour ça, forcément. D'ailleurs, c'est même toi qui lui as dit, justement, quand tu vas au sol et que tu es sur le dos, tente un crochet hyper lent. Voilà, tente un petit crochet comme ça, je vais t'apprendre comment le faire. Non, évidemment que non. Non, c'est simplement que voilà, on était dans la même pièce et que je faisais du sac et qu'il a trouvé que ce que je faisais était beau et du coup, il m'a complimenté. Mais c'est tout, hein, il n'y a pas eu de sparring, il n'y a eu de rien du tout. Il m'éclaterait en 7 secondes chrono. Donc, oui, voilà. Oui, complètement. Bah, je pense que les gens n'imaginaient pas ça. Oui, non, absolument pas. Mais encore on sait jamais. Encore. Non. Non, mais bref, en tout cas, c'était la petite anecdote sur notre cher Kevin Holland. Là, on se retrouvera très très vite, donc c'est la fin du podcast sur Israël Adesanya. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, ça nous fait toujours plaisir, surtout quand on peut y répondre, effectivement, parce qu'on sait que vous avez certaines questions, certaines interrogations sur le sport de combat. Cette semaine, le reste du planning, comme ça on commence un peu à lancer les trucs, on a 2 interviews qui arrivent, enfin même 3 interviews qui arrivent. Attention. Hashtag teasing. Cool. Hashtag teasing, exactement. Et on va faire aussi les traditionnels Lasseur Awards avec nos combattants de l'année. N'hésitez pas d'ailleurs à nous balancer des suggestions de catégories pour les trophées, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs marrants qu'on a oubliés, mais évidemment dans le respect. Vous faites confiance. ouais, donc évitez de mettre le plus beau boule de l'UFC ou truc comme ça. Voilà, exact. Oh, quoique, ça c'est respectable. Ça encore, ça reste. On peut le faire, ça? Bah, je pense que ça, on peut le faire. Non, moi, c'était plutôt, tu vois, genre l'humiliation de l'année. Ah oui, non, d'accord, ouais. Le Ferguson Awards du mec le plus fou, enfin, tu vois, ce genre de truc. Ouais, non, c'est vrai, ok. Restons. Oui, parce que finalement, c'est valorisant d'avoir un magnifique boulot. Exactement. Donc, bref, big shout out à My Sweet Protein, moins 38%, surtout My Protein, avec le code La Sueur, moins 10%. Surtout Venom pour avoir un bonnet magnifique. Regardez-moi ça. Avec le code La Sueur. Ouais. Nous n'avons rien de Venom ici. C'est ça, parce que je me disais, parce que tu sais, comme nos casques, c'est des serpents. Oui, c'est vrai. Mais non, Venom pour l'instant ne fait pas de casque. Mais par contre, ils font de superbes tenues et superbes équipements. Donc, big shout out à Venom, moins 10%. Surtout Venom, avec le code La Sueur. Très très vite. À très très vite. Come and